Radio Couleur, émission spéciale législative 2024. Voilà, c'est la dernière émission de cette série de direct spéciale élection législative 2024. Nous vous avons accompagné toute la semaine, depuis la semaine dernière déjà, en compagnie de toutes les candidates et tous les candidats des 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. Et nous terminons aujourd'hui en recevant Sandra Motin, la candidate pour la majorité présidentielle sur la 6e circonscription de l'Isère. Et Sandra Motin, donc, qui est de Horizon, chez Édouard Philippe, et qui participe à Ensemble pour la majorité présidentielle. Et l'ancienne députée de la 6e circonscription, qui en 2022 a été remplacée par Alexis Joly, que nous avons entendu la semaine dernière. Voilà, Sandra Motin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et vous avez été extrêmement réactif, comme tout le monde, pour repartir en campagne. C'était complètement inattendu. Et dès le soir même, la décision a été prise. Il m'a fallu un petit temps de réflexion, je dois vous dire, parce que depuis 2 ans que je ne suis plus députée, j'ai repris le chemin du bureau, figurez-vous, et que en ce mois de juin, je devais finir d'accompagner un client dans la réalisation de ses payes. Donc j'ai dû jongler pendant ces 2 semaines entre mon travail, parce qu'il était hors de question que j'abandonne un client en plein milieu d'un projet, et cette campagne qui nous a tous pris au dépourvu. Mais il m'a pas fallu très longtemps effectivement pour me dire que il était important, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, dans le contexte global de la France, de repartir au combat pour défendre mes valeurs, pour défendre, je crois aussi, une position avec Édouard Philippe qui n'est pas forcément exactement celle que j'avais pu défendre auparavant, puisque aujourd'hui, moi, ce que je souhaite pouvoir créer avec Horizon et avec Édouard Philippe, c'est une majorité parlementaire et non plus une majorité présidentielle. Oula, alors on va bouleverser un petit peu l'ordre des choses. Vous allez m'expliquer ça. C'est quoi la différence finalement? Une majorité parlementaire ne s'appuie pas forcément sur le président? Exactement. Une distance. Une majorité parlementaire, d'abord, elle correspond exactement à nos institutions. C'est exactement ce que devrait être le Parlement aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, mais dans un régime parlementaire, dans la Ve République. Et donc, le Parlement a de vrais pouvoirs, s'il s'en saisit. La première chose, effectivement, c'est que du Parlement naîtra quelque part un gouvernement, c'est-à-dire que la majorité qui sera là, qu'elle soit absolue ou qu'elle soit relative, comme ça a été le cas ces 2 dernières années, donne finalement la couleur du gouvernement. Dans un pays comme la France, où le président est en général élu, puis tout de suite derrière ses députés, les Français, depuis très longtemps, ont toujours donné une majorité au président. Ça n'a pas été le cas en 2022. Il a eu une majorité relative, donc il avait besoin de s'appuyer sur d'autres groupes politiques pour pouvoir avancer. Ce qui a été très compliqué. On l'a bien vu pendant 2 ans. Ils ont réussi à faire des choses, et ça c'est important. La France n'est pas restée complètement encalaminée et complètement bloquée pendant 2 ans, mais ça a été un combat de tous les jours. Et donc, on arrivait un peu au bout de ce chemin-là. Et ce que nous, on se dit avec Édouard Philippe, c'est qu'en réalité, il faut que la France peut-être passe un cap. Le cap de ces majorités absolues dont les Français n'ont plus vraiment l'air de vouloir. Parce qu'on donne finalement à un seul groupe tous les pouvoirs et qu'on n'écoute absolument plus ce qui se passe autour. Alors, de 2017 à 2022, quand j'ai été députée, on était arrivé avec cette promesse d'écouter les autres, de se dire on peut prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et ça a été le cas. On a voté des choses, moi je me rappelle avoir voté des articles, notamment dans la loi Pacte pour les entreprises, avec Dominique Potier, député PS, qui voulait insister sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc je l'ai fait sans problème, et j'ai travaillé aussi sur l'intervention des cabinets de consulting dans les ministères avec Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne. Donc on a su le faire, mais quelque part, on était quand même le groupe très majoritaire qui pouvions, si on le décidait, faire passer des choses sans écouter personne. Et c'est arrivé quelques fois.
il faut être honnête. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les Français, ce qu'ils nous ont dit déjà en 2022, c'est non, une assemblée où il n'y a qu'un seul groupe qui décide de tout, ça marche pas. C'est pas ce qu'on veut. Donc, ils ont donné une majorité relative à Emmanuel Macron. Mais on n'y était pas prêt. On est resté sur un modèle majorité présidentielle, c'est-à-dire une majorité qui va, quelque part, d'abord prendre ses ordres à l'Élysée pour savoir ce qu'elle doit faire, et qui ensuite le déploie. Ce qu'on propose avec Édouard Philippe, c'est pas du tout de dire que le président n'existe plus. Le président, dans la Ve République, il existe et il a un rôle important. Mais c'est de dire, finalement, faisons en sorte de donner une majorité à des républicains, à des gens qui respectent les valeurs de la République, des sociodémocrates, c'est-à-dire des PS qui ne veulent pas, comme un Olivier Faure, rester un féodé à Jean-Luc Mélenchon, jusqu'au LR, qui ont décidé pour certains, et je le salue, de ne pas s'embarquer avec le Rassemblement National et Éric Ciotti. Et tous ensemble, signons un pacte. Signons un pacte déjà pour se dire qu'on a des valeurs en commun, qu'on a des choses qu'on peut porter ensemble. Écrivons noir sur blanc ce que nous pourrions porter ensemble et faisons-le. Faisons-le devant les Français, pas en catimini dans une salle de nuit pendant 2 ou 3 jours pour sortir le programme de LFI au bout. Faisons-le vraiment devant les Français. Discutons et proposons-leur ce contrat de coalition. Et ainsi, on aura un gouvernement qui sera aussi le reflet de ce bloc central que nous appelons de nos voeux et qui pourra effectivement gouverner la France un peu comme tous les autres pays d'Europe qui ont des régimes parlementaires le font. Voilà. Et alors, ça veut dire donc clairement, vous venez de le dire, on peut très bien imaginer effectivement des alliances avec le groupe républicain qui sera élu. Par contre, vous misez sur le fait que du côté du PS, ça implose un petit peu et que certains vont préférer venir avec vous. Je vais vous dire, la NUPES 1 a mis quelques mois à exploser, la NUPES 2 a mis quelques heures. On l'a bien vu. Ils sont déjà en train tous de se crêper le chignon, d'assumer et d'afficher leur désaccord sur à peu près tout, et surtout d'ailleurs sur qui devrait avoir des postes. Moi je crois vraiment que au PS, mais aussi dans ceux qui ont refusé de suivre cette aventureuse, de se remettre sous le joug de LFI et de Mélenchon, il y en a qui ont refusé ça. Et qui ont décidé de reprendre leur indépendance. Je pense à Jérôme Guedj, par exemple. Et donc, je pense vraiment qu'il y a, de toute façon en France, partout en France, on a ce modèle-là. Ça existe déjà et ça fonctionne déjà. Il suffit de regarder dans les mairies. Dans la plupart des mairies, notamment des villes moyennes et des petites villes, on n'affiche pas forcément sa couleur politique, ou même si on l'affiche, de toute façon, on est obligé de travailler avec les autres. On ne peut pas travailler juste avec ses amis. Donc, ça, c'est vraiment le modèle que nous, on défend. Et moi, je pense que ce soit des grands élus dans les régions, dans les départements, dans les villes, ou que ce soit au niveau national, on trouvera les gens pour travailler avec cette alliance. Parce que c'est ce que veulent les Français. Parce que c'est ce qu'ils ont déjà dit en 2022, parce qu'ils vont avoir l'occasion de le redire peut-être même encore un peu plus fort. Et que finalement, on y est prêt. En tout cas, avec Édouard Philippe, c'est certain. Nous, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Alors très bien, on est rentré vraiment très, très vite dans le vif du sujet, mais ça vous ressemble bien, Sandra Motin. Alors on va reprendre le cours des choses, et puis faire la petite chose rituelle que j'ai demandé à tout le monde, donc il n'y a pas de raison. Non, c'est au contraire, c'est vraiment très 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 bien. Et c'est juste vous demander, voilà, Sandra Motin, qui vous êtes. L'idée c'est de revenir un petit peu, voilà, on va parler du territoire, et donc vous représenter un peu auprès de nos auditrices, auditeurs, pour dire qui vous êtes. Alors, Sandra Motin, j'ai 49 ans, je suis maman de 2 garçons. Un qui a 14 ans, donc je connais les affres de l'adolescence, et un autre qui a 9 ans. J'habite plutôt à l'ouest de la circonscription, du côté de Crémieux, depuis déjà une quinzaine d'années. Je suis donc chef de projet dans l'informatique. C'était déjà mon métier il y a 15 ans et ça l'est redevenu depuis 2 ans. Politiquement, je me suis toujours intéressée à la politique, j'ai toujours combattu le Front National. En ce moment, je me rappelle vraiment de la manifestation de 2002. Je me rappelle, j'étais à Angers chez ma mère et je suis descendue un 1er mai dans la rue pour la première fois.
Et mon engagement politique, on va dire le vrai dur dans un parti, il a commencé en 2017 avec Emmanuel Macron. Donc j'étais engagée dans La République En Marche. J'ai eu l'honneur d'être pendant 5 ans la députée de la 6e circonscription d'Isère, donc. Et pendant cette période, en 2021, j'ai rejoint et en fait j'ai créé avec on était beaucoup au Havre, mais avec Édouard Philippe, le parti Horizon. Qui est un parti qui a été dans la majorité présidentielle au Parlement de 2022 à 2024, donc à la dissolution. Et là, on a décidé de repartir sous nos couleurs. Bien évidemment, toujours, on va dire, en bon entendement avec Ensemble pour la République, parce qu'on ne renie absolument rien de notre bilan. On a fait de très bonnes choses. Il y en a aussi qu'on n'a pas bien fait. On en est parfaitement conscient, on prend tout, on ne renie rien. Mais aujourd'hui, on a envie de revenir avec une méthode qui est un peu différente. Et puis pour finir, pendant ces 2 années où on m'a pas vu sur la scène politique, on va dire, iséroise, je ne suis pas restée sans rien faire puisque je suis la référente régionale du parti Horizon. Et donc, ça fait 3 ans que je sillonne les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour aller à la rencontre d'élus, de militants et pour faire vivre ce parti Horizon qu'on a créé en 2021. Voilà, et même avec, à ce moment-là, dans votre mandat de député, une petite heure de gloire, parce que vous avez été classé, je crois, parmi les 4 plus bosseurs de tous les parlementaires. Donc voilà, fallait le dire, parce qu'on critique souvent les parlementaires. Mais voilà, alors retour sur le territoire, vous le disiez, vous habitez sur Crémieux, dans cette circonscription. Quels sont pour vous les principaux enjeux de cette 6e circonscription ? Alors, on a un enjeu sur la vie de tous les jours. On a vraiment, je dirais, 2 enjeux principaux qui concernent absolument tout le monde. Le premier, c'est la santé. On a un vrai sujet, on est un désert médical, alors comme 84% du territoire français. Aujourd'hui, c'est pas propre à la 6e circonscription de l'Isère. Ce constat-là, on le fait dans beaucoup, beaucoup de territoires. On le fait même dans beaucoup trop de territoires. On n'a pas rien fait sur le sujet puisque depuis 2018, il n'y a plus de numerus clausus, donc on forme plus de médecins. Avant, on en formait entre 6 et 9 000 par an. Aujourd'hui, on en forme 11 000. Tout le monde vous dira que c'est encore pas assez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça c'est du temps long. Parce qu'un médecin, ça prend entre 10 et 15 ans à former. Donc, en attendant, il y a des choses qui ont été faites. On a essayé de redonner du temps à des médecins. Mais on voit que ça suffit pas. Même moi, je vais vous dire, ça fait des années que j'ai plus de médecin traitant. Sauf que je suis aussi maman de 2 enfants et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est malade, je croise les doigts pour que ce soit pas trop grave. Donc, et je me dis que c'est pas quelque chose de normal. Et moi, j'ai de la chance, tout le monde est en bonne santé dans la famille. Donc, concrètement, il faut qu'on essaye de faire plus. L'installation obligatoire, c'est pas une solution. Parce qu'on va dégoûter des jeunes de s'engager dans cette voie-là. Mais on peut quand même demander, notamment au travers des groupements hospitaliers de territoire, essayer d'accueillir plus de jeunes médecins dans ces groupements hospitaliers, les avoir un peu en mix entre la ville et l'hôpital. Il faut qu'on essaye d'inventer de toute façon des nouvelles choses et surtout, il faut qu'on arrive à accueillir plus de jeunes en stage sur nos territoires parce que quand ils viennent, finalement, ils les aiment, nos territoires. Ils apprennent à les aimer et après, ils ont envie d'y rester. Et ça, c'est l'expérience qui est faite très concrètement dans la maison de santé à Tignieux, où il y a plein de jeunes qui sont venus et qui veulent rester. Donc, il faut qu'on développe ça. Il faut qu'on développe ces fameuses maisons de santé dans lesquelles les médecins s'organisent entre eux pour justement pouvoir accueillir plus de jeunes stagiaires, qu'on mette en place aussi des maisons pour les accueillir, parce que c'est des jeunes qui sont en général dans leurs études, donc ils ont déjà des frais de logement dans Lyon, ou ailleurs d'ailleurs, près de leur fac. Donc il faut qu'on puisse les accueillir comme il faut. Donc voilà, on avait commencé à y réfléchir avec certains maires quand j'étais députée. Je pense qu'il faut qu'on reprenne cette réflexion. Il y a des choses simples à faire pour rendre nos territoires attractifs sans forcément passer par salarier des médecins, parce que là, effectivement, on crée des déséquilibres, des appels d'air, des statuts
qui ne sont pas forcément ceux dont on a besoin partout. Ça peut répondre à des problématiques, et dans l'urgence, c'est aussi une solution. Mais on ne peut pas faire que ça. Le deuxième enjeu, et il est lié, c'est que si on veut que ces jeunes médecins restent, si on veut qu'ils puissent venir à nous, il faut absolument qu'on développe les transports en commun. Là, on a un véritable enjeu. Pour aller vers les métropoles, pour renforcer ce qui existe déjà, pour sortir des voitures de sur la route. Moi, tous les jours, je fais 1 heure de trajet, aller, et 1 heure retour, pour aller bosser de l'autre côté de Lyon. Et forcément en voiture. Et forcément en voiture, j'ai pas le choix. Alors vous allez avoir bientôt peut-être une solution avec le tram-train de Crémieux. Sauf que ça fait 20 ans qu'ils en parlent. Par contre, oui, c'est ça, si vous habitez à Morestel ou ailleurs, ça change pas le problème. On a effectivement des villes comme Morestel, comme les Avenières, qui sont vraiment enclavées. Et puis le tram-train, je suis désolée, mais ça fait toujours 20 ans que tout le monde en parle et qu'il n'arrive pas. Et je ne l'ai pas vu dans le contrat de plan État-région signé récemment, enfin, par M. Wauquiez. Donc, moi, je continue à dire que je veux une solution de pas dans 20 ans. Donc, un bus à haut niveau de service, ça peut aussi le faire. Et ça peut désenclaver notre territoire. Et c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial, parce que oui, il y a une rupture de charge, mais ça emmène des gens du point A au point B. Et aujourd'hui, pour des gens qui n'ont pas de solution, eh ben ça peut être une meilleure solution que de juste devoir prendre sa voiture. Donc, il faut qu'on continue à réfléchir. Ça dépend de qui ? Ça dépend pas forcément de l'État, c'est le département. Non, ça dépend avant tout de la région, qui est l'opérateur des transports. Et puis ça dépend aussi des communautés de communes, qui elles aussi ont pu prendre la compétence transport. Alors on les connaît moins, les communautés de communes. Oui, sauf que c'est difficile d'aller de l'une à l'autre vu que leur système de transport reste en interne. Et c'est surtout que tout le monde n'a pas pris les mêmes compétences. Ça fait partie des choses, je crois, on parle toujours beaucoup de simplification dans ce pays. Or, il n'y a rien de plus compliqué que de simplifier des choses. Parce que quand on a complexifié quelque chose, c'est souvent parce que quelqu'un nous a demandé de bien penser à lui. Donc, simplifier, c'est possible. Moi, je ne suis plus députée, mais je continue à lire des rapports, je continue à m'intéresser à ce qui se passe. Et Éric Woerth, qui était le président de la commission des finances quand j'étais à l'Assemblée, qui a été aussi un ministre de Nicolas Sarkozy, ministre des Finances, il a écrit un rapport qu'il a remis au président il y a 1 mois environ, dans lequel il fait plein de propositions pour simplifier un petit peu notre millefeuille territorial. Il n'enlève rien, juste il propose des pistes pour réorganiser des choses. Et je trouve que c'est une discussion qu'on doit avoir, parce que dans notre quotidien, finalement, l'État n'apparaît pas tous les jours. Ce que peut faire la puissance régalienne, comme on dit, c'est-à-dire la grande puissance de l'appareil de l'État, ne nous concerne pas forcément au premier chef tous les jours. Par contre, ce que font les élus locaux, là où on habite, ça nous concerne. Et il y en a au moins 3, et il y en a 3 couches, voire 4 aujourd'hui. Il y a la région, il y a le département, il y a les communautés de communes, et il y a les mairies. Et tout ça n'est pas toujours super bien clair, et pas toujours hyper bien coordonné. C'est pour ça que Emmanuel Macron a proposé il y a peu d'enlever un échelon, probablement la région. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, peut-être, j'en sais rien. Honnêtement, c'est pas moi qui ai la solution là-dessus. Ce que je sais, c'est que déjà, sans rien toucher à ce qui existe aujourd'hui, en termes de niveau, mais juste en réaffirmant bien certaines compétences, en faisant en sorte que chacun s'occupe de quelque chose, mais de tout. C'est-à-dire qu'on ne donne pas juste un petit bout à l'un et puis un petit bout à l'autre pour lui faire plaisir, mais que chacun s'occupe d'une chose, de manière bien précise, bien claire, sans que les autres puissent aller quelque part s'en occuper eux aussi. Par exemple, les routes. Vous avez aujourd'hui des routes départementales, des routes nationales. Moi, je ne sais pas toujours faire la différence, honnêtement, de savoir si je roule sur une route nationale ou sur une route départementale quand je suis dans ma voiture. Ce que je sais, par contre, c'est que toutes les routes nationales ne sont pas encore départementalisées. Il y en a un certain nombre qui moi, je ne le sais pas. Mais pas toutes. Et bien donc, il faut qu'on aille au bout du processus. En fait, c'est tout notre problème d'organisation, tous nos problèmes d'organisation viennent souvent du fait que l'État, dans la décentralisation, a donné presque tout à la collectivité. Mais pas absolument tout. Mais presque tout. Alors du coup, des fois, on ne sait pas bien qui doit faire quoi, et puis ça se mélange. Donc, faisons en sorte que chaque échelon ait des missions claires. Et je vous assure que vous et moi, on saura mieux à qui aller s'adresser quand on a un problème, ou quand on n'est pas content. Et puis
puis au moins on saura que quand on vote pour quelqu'un, eh ben on vote pour quelque chose qui peut faire. Parce que moi, quand j'ai vu des conseillers départementaux comme Madame Pourtier par exemple promettre avec Madame Merle le tram-train à Crémieux, bah j'ai un peu rigolé parce qu'en fait c'est pas de la compétence du département. Donc faut qu'on rende les choses claires pour qu'on ait aussi des contrats clairs avec nos élus, pour qu'ils puissent faire les bonnes choses et qu'ils se concentrent dessus. Et je pense qu'il y a plein d'élus locaux qui font plein de choses très bien. Simplement, leur énergie, des fois, ils la diffusent un peu dans trop de sujets. Et donc, je crois que voilà, on a ça à faire. Donc, pour les habitants de la 6e circonscription, les transports, la santé, et puis après, on pourrait parler de plein d'autres choses, de l'école et autres. Oui, évidemment, mais alors malheureusement, il nous reste 40 secondes dans le temps imparti. Voilà, alors je vais vous demander, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos électeurs, électrices ou aux autres, probablement à 2 jours du premier tour? Moi, j'ai envie de dire aux Français qui nous écoutent, en tout cas à nos auditeurs, qu'on a un tournant aujourd'hui. On a 2 extrêmes qui sont en train d'essayer de prendre les électeurs en tenaille en leur disant que finalement, ils n'ont pas le choix. Et que tout est radicalisé, et que finalement, c'est une sorte de violence politique qu'on leur fait là. Moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'on n'a peut-être pas toujours tout bien fait, qu'on n'a peut-être pas forcément répondu à tous leurs problèmes, mais qu'on les a beaucoup protégés depuis 4 ans, et qu'il y a une 3e voie qui est possible, une voie de la raison. Je ne vendrai pas du rêve, je ne vous promettrai pas la lune, mais on fera des choses possibles, et on fera en sorte que notre pays continue à avoir du poids dans le monde, à avoir du poids en Europe, et à continuer à prospérer pour nos enfants. Sandra Mottin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidate pour Ensemble majorité présidentielle dans la 6e circonscription de l'Isère, et que le premier tour, c'est dimanche. Allez tous voter. Radio Couleur, émission spéciale législative 2024.